Bonjour à tous, j'espère que vous portez bien. Bienvenue dans cette nouvelle rubrique de L-Média. Je vais parler de L-Média Entretien. Et pour ce premier numéro, nous allons parler de féminisme, de leadership féminin, mais vu par un homme. Notre invité, c'est un journaliste, un chroniqueur culturel. Il est aussi promoteur culturel. C'est le rédacteur en chef de l'hebdomadaire satirique Le Déchaîné du jeudi. Pour ceux qui l'ont deviné, je veux parler de Collins Yann. C'est lui notre invité. À tout de suite. Pour moi, le féminisme n'est pas du tout une posture. Le féminisme est une manière de vivre. Quand je dis que ce n'est pas une posture, je fais tout de suite allusion aux personnes qui grimpent sur les réseaux sociaux, qui affichent 3 ou 4 phrases quand il y a un budget qui les emmène et qui prennent des postures qui peuvent donner l'impression que ces personnes-là sont des féministes. Alors qu'en réalité, c'est un peu dur de le dire, le féminisme tel que je l'entends, malheureusement, il n'existe pas parce que nous n'avons pas forcément un esprit militantiste. Nous ne sommes pas socialistes, nous ne sommes pas libéraux, nous ne sommes pas féministes. Simplement parce que nous ne vivons pas le combat que nous portons au quotidien. Nous ne le vivons pas dans notre vie. Nous préférons venir produire des discours. Et c'est ce que je dénonce chaque fois. On a sur les réseaux sociaux une catégorie de personnes. Quand un budget tombe, excusez le terme vulgaire, on se met à se battre, on donne l'impression... Pour faire la promotion, de la femme, il arrive un phénomène, voilà, je ne sais pas moi, une organisation internationale veut bien voir certaines jeunes filles s'activer sur les réseaux sociaux. Ces jeunes filles sont motivées, elles montent sur les réseaux sociaux, elles organisent ce que moi j'appelle la guerre des sexes. Et des gens prennent cette attitude pour du féminisme. Et quand nous on combat cette guerre des sexes, on croit malheureusement que nous sommes en train de combattre le féminisme. Ce qui est deux choses totalement différentes. Être féministe, c'est vivre au quotidien, je dis bien au quotidien, non sur les réseaux sociaux, une vie qui respecte la femme, une vie qui travaille pour la promotion de la femme, une vie qui veut un monde dans lequel les femmes et les hommes se sentent libres et égaux en droit, dans la vraie vie, qu'on le ressente dans nos actes. Être féministe, donc pour moi, ce n'est pas aller sur les réseaux sociaux, créer des pages Facebook et justifier un budget. Chaque fois, je vais dénoncer cette attitude qui, ma foi, vient brouiller le vrai combat pour le féminisme. Parce qu'après, quand ces personnes-là donnent l'impression d'avoir été féministes et que dans la société, un fait divers vient rappeler ce que doit être un combat féministe, une femme qui est morte dans des conditions particulières, parce qu'il n'y a pas un budget, on n'entend pas ces personnes qui hier se disaient féministes. Ça pose un réel problème dans ce que j'appelle, pour finir peut-être, un féminisme sélectif qui pour moi est une posture qui pour moi consiste uniquement à justifier des budgets et non du tout à mener un combat. Le féminisme est un combat très noble pour qu'on le laisse pervertir par des arrivistes, hommes et femmes, par des profiteurs, par des mercenaires. Alors, est-ce que le féminisme tel qu'il est conçu, est-ce que tu penses que, parce que tu l'as dit, est-ce que c'est véritablement pour faire la guerre contre le sexe masculin? Et en disant cela, je pense, est-ce que selon toi, on peut avoir par exemple un féminisme contextualisé, c'est-à-dire un féministe africain ou béninois, totalement différent de ce que le mouvement féminisme qui est venu de l'Occident nous a apporté? Difficile de répondre à cette question, mais permets-moi de faire un certain nombre de précisions. Quand on parle de féminisme, je profite d'ailleurs pour rappeler ce que ça doit être. C'est un combat qui a désormais pris l'approche genre comme la voie par excellence de la promotion du féminisme. L'approche genre consiste dès le plus bas genre... inclut la femme et l'homme. Justement, mais parce que le but du féminisme, c'est d'arriver à une société où on a une parfaite égalité entre les genres. Et donc aujourd'hui, la voie royale
pour mener un combat féministe, c'est l'approche qui consiste justement, dès le bas âge, à produire des discours, à produire des comportements, à produire des cadres qui font que des hommes et des femmes grandissent dans un cercle tel que demain, ce que le féminisme reproche à la société aujourd'hui disparaît. Je vais être très concret. Pour moi, promouvoir la femme aujourd'hui, il n'y a pas 12 000 solutions. C'est l'envoyer à l'école. J'aime rappeler, quand j'ai mes filles, je n'ai qu'un seul devoir vis-à-vis de mes filles, c'est de leur offrir la meilleure éducation possible pour que demain, grâce à cette éducation, elles puissent trouver la place qui leur convient dans la société. Demain, il ne s'agit pas de donner un budget à ma fille pour dire d'aller porter un combat sur un sujet quelconque. Il ne s'agit pas de demander à ma fille d'adhérer à une activité, à une ONG. Il s'agit simplement de lui offrir des armes. Et ces armes, c'est l'éducation. J'ai parfois dénoncé justement cette façon de rassembler les jeunes filles, de les verser sur les réseaux sociaux en disant à ces institutions et organismes, vous serez plus intéressant pour ces jeunes filles si vous leur offrez de la formation, si vous leur offrez une belle éducation, parce que ce n'est que comme ça qu'elles se prennent véritablement en charge dans la société. Et donc, quand on a une femme qui est bien éduquée, vous aurez constaté que celle-là est moins victime de tout ce qu'on dénonce autour du féminisme. Donc la solution est là. Et chaque fois, on passe par 14 000 chemins. La solution est là, il faut la répéter pour que tout le monde comprenne très bien. La seule façon de faire ce combat, c'est d'offrir la meilleure éducation possible à nos enfants, les filles particulièrement, dès le plus bas âge. Et on a résolu tous les problèmes. À ce moment, je reviens à votre question de féminisme à l'africaine. Non, vous voyez, ça n'existerait plus parce que ça n'aurait pas de sens en réalité. Nous sommes tous une seule et même humanité. Nous rencontrons tous les mêmes problèmes selon nos sociétés et nous devons avoir une approche de solution. C'est la même approche de solution. C'est comme cela, par exemple, que les femmes ont réussi à s'émanciper partout où les droits des femmes sont avancés. C'est comme cela que ça doit se passer. Lorsque je parle de féminisme africanisé ou contextualisé, je dis par exemple, quand je prends un exemple, en Occident, on ne parle plus d'envoyer tous les enfants à l'école. Vous avez dit que pour votre fille, le seul devoir et le devoir prioritaire de vous en tant que papa, c'est de l'envoyer à l'école, lui donner l'instruction. Mais ici, dans nos sociétés africaines aujourd'hui, on se bat, on fait de la sensibilisation pour dire aux parents, malgré vos faibles moyens, envoyez vos filles à l'école. Il y a toujours des organisations internationales qui militent pour ça. C'est la raison pour laquelle je parle de féminisme contextualisé. Après cette précision, j'ai une question. Il y a des femmes qui se disent ou qui sont des leaders. Quand on parle d'empowerment ou de leaders féminins qui font des conférences, qui réunissent des milliers, des centaines de femmes et pour leur dire aimez-vous d'abord, travaillez pour vous-même. Il est important que vous soyez épanoui au lieu de penser à rendre un homme épanoui alors que vous-même vous êtes malheureuse. Ces gens de pensée, selon certaines personnes, se rapprocheraient du féminisme. Votre avis? Escroquerie intellectuelle. Non. Et ces femmes sont, je crois, l'une des pires gangrènes de la société. Je vous explique par le premier développement que vous avez fait, en expliquant qu'en Occident, où on a vaincu ce problème, le taux de scolarité est ce qu'il est. Le taux d'analphabétisme étant donc ce qu'il est. Chez nous, en Afrique, malheureusement, on a encore des jeunes filles qui ne vont pas à l'école. Et donc, ceci explique cela. Et qu'est-ce qui se passe derrière? On vient jouer. Parce qu'on a eu la chance, les dames dont vous parliez, d'être allées à l'école. On est dans une population, je veux prendre quelque chose, ça ne veut rien dire, de 100 femmes. On a 4 qui ont réussi à faire de très belles études. Elles considèrent que les 96 analphabètes sont pour elles un fonds de commerce. Elles vont donc utiliser leur insouciance, leur manque d'éducation, leur analphabétisme pour en faire ce qu'on appelle en politique un gibier électoral. Elles vont produire du discours sur la condition de ces personnes-là. Elles vont être nommées ministres, elles vont être nommées préfets, elles vont être nommées et elles ne vont jamais s'occuper dans leur vraie vie au quotidien de ces femmes dont elles ont toujours parlé. Prenez des exemples clairs et précis. Vous verrez que la plupart de ceux que vous avez cités ont un seul et même discours. Vous les femmes, vous les femmes, vous les femmes, elles parlent des femmes analphabètes. Elles leur donnent des conseils. Ce sont des femmes qui n'ont pas, elles aussi, la capacité de vivre de façon autonome. Celle qui fait le discours est capable de vivre de façon autonome. Celle à qui on adresse le discours n'est pas capable de vivre de façon autonome. Mais on lui enseigne comment elle doit quitter son mari à la première gifle, on lui enseigne comment elle doit se jeter à la rue au premier désordre. Et donc, pour revenir vraiment à un point que vous avez touché... Peut-être que leur message est mal compris par ces femmes qui les suivent.
Ne généralisons pas. Hein. Il y a des femmes leaders assez respectables. Il y a des femmes leaders qui ont compris la société. Mais il y a de l'escroquerie intellectuelle d'un certain nombre de femmes, presque des milliers. C'est un honneur pour elles de les appeler un nombre d'hommes. Hein. Qui justement utilisent le discours féministe pour progresser dans la société, pour une ascension sociale. Regardez par exemple au cours de certaines, je veux dire, élections législatives ou autres, on vous fait croire que le sexe est un diplôme. Mais une fois qu'on est venu parler d'égalité de femmes et d'hommes sur la liste électorale, le sexe peut être un diplôme? Oui, on vous fait croire que être une femme est une qualité nécessaire et suffisante pour être tête de liste dans telle circonscription électorale. Parce qu'on sait que derrière, il y a assez peu de femmes qui ont été éduquées. Et donc, c'est pourquoi je parlais d'escroquerie intellectuelle. Celles qui tiennent ce discours, une fois que le discours a porté, elles savent qu'elles sont les seules à pouvoir représenter ces femmes, donc à se retrouver tête des listes électorales. Une fois qu'elles sont députées, elles ont oublié le combat qui leur a permis d'arriver où elles sont. C'est un exemple que je prends pour dire qu'il est parfois, quand même, je trouve, assez malhonnête de la part de certaines femmes qui ont trouvé leur chemin dans la vie, de parler à d'autres femmes qui cherchent leur chemin en oubliant un aspect qui est très important. Des femmes à qui elles s'adressent ne sont pas encore totalement autonomes. J'aime prendre un parallèle pour que l'on comprenne, qu'on ne focalise pas sur la femme. J'aime prendre un parallèle. Vous êtes salarié peut-être comme moi ou vous avez été salarié comme moi. Quand vous êtes salarié, vous savez ce qu'on souffre dans la précarité de l'emploi dans nos structures africaines. Un salarié en Afrique est comme une femme au foyer en Afrique. Il souffre de tous les maux. Il souffre d'un salaire qui n'arrive pas toujours. Il souffre Et on veut lui dire quoi? Qu'il doit quitter le boulot dès la première fois que le salaire n'est pas arrivé. Mais non, il y a le regard de la société. Il ne peut pas rentrer à la maison, s'asseoir et regarder sa femme, regarder ses enfants. Il subit un certain nombre de situations parce que justement, il y a derrière la femme et des enfants à nourrir. Et donc, quand on transpose, ceux qui vous disent de partir sont des personnes qui, curieusement, ont des moyens pour elles continuer de vivre. Elles oublient que celles à qui elles disent partez n'ont pas ces moyens. Et c'est ce qui est frustrant, révoltant dans cette attitude qui, pour moi, je l'ai dit, ressemble à de l'escroquerie intellectuelle. Nous parlons féminisme, nous parlons de leadership féminin. Et moi, parfois, j'aime à dire que le leadership féminin n'est pas forcément celui que l'on trouve sur Internet, sur les réseaux sociaux. Je donne un exemple. Une femme ou une dame, une maman qui n'a pas eu la chance d'aller à l'école longtemps, s'est peut-être arrêtée au cours primaire, mais quand même se bat constamment pour faire son petit commerce. Et jusqu'à l'âge de 60 ans, on constate que cette femme-là, elle est peut-être une vendeuse ambulante de poissons frais, ou j'en connais, hein, ou de divers, mais qui chaque fois, du matin au soir, est dans les rues de nos capitales pour trouver à manger et pour trouver à nourrir sa famille. Pour moi, à certains moments, je considère ces femmes-là comme des exemples pour la société, comme des femmes qu'il faut soutenir et qui n'a rien à voir avec le leadership féminin francisé, francophonisé ou intellectuel. Quel est votre avis? Il faut aller même plus loin dans cette analyse en soulignant que justement, il ne faudrait pas qu'on prenne des normes d'une certaine société pour les normes pour l'humanité. Quand vous parlez de ces femmes, je pensais à des femmes ménagères, femmes au foyer, qui sont heureuses d'être femmes au foyer, qui pratiquent entre griffes la profession de femme au foyer avec du sourire. Donc, il faut parfois prendre en considération le contexte. Ce qui est le bonheur pour vous n'est pas le bonheur pour un certain nombre de personnes. On ne peut pas définir le bonheur à la place d'autrui. On ne peut pas définir la condition humaine d'autrui à sa place. Cela est exact. Mais critiquons peut-être, mais positivement, pour un résultat meilleur, le féminisme mal enseigné ou mal pratiqué dans notre environnement. Mais il y a aussi de ces hommes ou de ces familles africaines qui estiment que la femme, même en 2021, ne représente qu'un objet. La femme, qu'on la batte et qu'elle pleure ou qu'elle quitte la maison, c'est à elle que revient encore le péché. Parlons de ces hommes-là qui considèrent que la femme en 2021 doit rester à la maison,
prendre soin des enfants, mais de l'autre côté, n'assure pas à 1000% le besoin dont la femme a droit pour rester à la maison. Faisons un peu attention. Et c'est l'autre chose que je dénonce dans ce qu'on appelle ce combat féministe importé. On fait attention à quoi? Faisons un peu attention au constat de base. Je vais revenir à la question en faisant un constat. Les violences faites aux femmes, par exemple, Oui. On en parle le féminicide, les violences dans le foyer. En France, l'année passée, on était à 100 combien et on est descendu à 88. Chaque fois que les chiffres montent en France, on a le sentiment que l'action sociale grimpe aussi en Afrique. Je n'occulte pas la question de la violence. La question de la violence, du coup, je suis convaincu. Le respect de la femme en tant qu'être entière. J'en parlais, la question de la violence. Vous verrez que, justement, on focalise un peu plus. Une personne, quand elle est violente, elle est violente. Un homme qui est violent, si j'ai un ami qui est violent, il se bagarre dans des buvettes, donc avec les amis hommes. Il frappe parce qu'il est violent. La nature ou la société viendrait expliquer pourquoi il est violent. Il frappe ses enfants, hommes ou femmes, à la maison. Il est, on va dire, en palabre avec tout le monde, il est violent. Une fois qu'il a fini... Comment faut traiter ce type d'homme, par exemple? J'en viens. Une fois qu'il a fini d'être violent avec tout le monde, dès qu'il est violent avec sa femme, on en fait une forme particulière de violence, alors qu'il s'agit d'une forme particulière d'individu. Ce n'est pas la violence contre la femme qui est le problème ici, c'est l'individu qui est le problème. Il est violent dans la société. Mais parce qu'il y a un effet de mode, on transforme la violence qui est un fait réel dans notre société, on en fait chaque fois un problème de genre. Mais observez avec moi, toutes les personnes dont on parle sont des personnes qui sont violentes dans tous les cadres de vie, que ce soit professionnel, que ce soit personnel, donc que ce soit au foyer. Et on en connaît des directeurs d'entreprises qui sont exemplaires, qui sont admirés, qui sont applaudis, qui ont des dizaines de prix et qui sont tout le temps pris comme exemple. Mais au foyer, les histoires sortent, qui sont des hommes violents au foyer. Une fois encore, je ferai mauvaise foi en disant que ce sont des cas particuliers qui sont en train d'être pris comme des généralités. Mais faisons une fois encore attention. Il faut quand même résoudre ces cas particuliers, en parler pour les résoudre. La violence basée sur le genre, c'est une extrême connerie. Parce que la seule chose qu'on fait pour guérir notre société, c'est combattre la violence. C'est la violence dans la société qui est notre problème. Mais travailler sur la violence contre le genre est dangereux parce que ça donne le sentiment qu'il y aurait des formes de violence qui seraient tolérables. Ça donne le sentiment que je peux arrêter ma coépouse, déchirer ses habits en public, la bastonner sur une affaire femme contre femme, donc ce n'est pas encore un problème. Ça donne le sentiment que moi, je peux prendre mon enfant qui est sorti de mes entrailles, mon jeune garçon, frapper comme je veux. Et je vais vous dire quelque chose qui va un peu vous embarrasser. La violence à l'école. Regardez comment ce sujet est tabou dans notre société pour comprendre notre rapport avec la violence. Ne venons pas, parce que justement un certain combat est effet de mode, pour focaliser sur ce combat. Alors que le seul vrai problème auquel nous sommes confrontés, c'est le problème de la violence. Comment dès la base, on éduque un enfant à comprendre qu'il est mal d'être violent, sans vouloir généraliser, sans vouloir faire du sexisme, sans vouloir faire genre. Comment est-ce qu'on apprend à avoir horreur de la violence, quelles que soient les circonstances? Une fois qu'un homme sait qu'il a beau être instituteur, mais qu'il existe une autre façon de soumettre un élève, on apprend aux enfants à grandir sans des images de violence dans la tête. Est-ce que si j'ai bien compris, avant de mettre un terme à cet entretien avec toi, Colin Yann, au lieu qu'aujourd'hui nous combattions le mal à la tête, c'est-à-dire qu'on prenne le féminisme comme un mouvement absolument extraordinaire et qu'il faut y aller coûte que coûte, il faut d'abord commencer par éduquer nos enfants à la base contre les violences. Leur apprendre que la violence,
c'est un vice et qu'il ne faut pas commencer pour ne pas un jour devenir un homme violent dans la société, un homme qui frappe ses enfants, ou que ce soit un homme ou une femme. Hein. Merci à vous pour cet apport qui est vraiment important pour que nous, en tant que parents, que eux, en tant que parents, ils le retiennent, pour que les générations qui viennent comprennent que ce soit le féminisme, que ce soit l'égalité hommes et femmes ou équité ou autre, il faut partir de l'éducation des enfants.